Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique qui est réuni pratiquement tous les jours. Vous étiez encore en réunion hier jusqu'à minuit. Vous travaillez dur sur le fameux variant anglais qui vous inquiète vraiment. Alors c'est un variant finalement qui change complètement la donne pour cette rentrée d'année. La dernière fois qu'on s'était vu, on était dans une ambiance où on se disait finalement ce virus, maintenant on a quand même compris comment jouer sur sa transmission, sa dissémination en population. Il y aura 3 mois difficiles début 2021, mais avec la montée des vaccins en parallèle, on devrait arriver au printemps sur une situation beaucoup plus calme et puis peut-être à l'été finalement mettre un coup d'arrêt vraiment à cette épidémie. Et puis là, on apprend vraiment fin décembre, de mémoire, je crois que le 22 décembre, on a les premiers communiqués de nos collègues anglais qui nous disent que la remontée de l'épidémie qu'ils ont vue, alors qu'ils étaient eux aussi en train de la contrôler. On voit en novembre que l'épidémie descend en Angleterre et puis ça bascule en décembre, ça remonte. Et là, quand ils analysent, ils se rendent compte que parmi les souches qui circulaient en Angleterre, il y avait une souche différente des autres qui apparaît. Ils en font la séquence complète. Et sur cette souche, ils trouvent 24 mutations, quelque chose de tout à fait extraordinaire, très inhabituel. Et ce mutant se répand plus rapidement, 50% de plus que les autres souches du virus. Et du coup, l'Angleterre, comme vous le savez, plonge dans une situation extrêmement difficile. Londres, le sud-est de l'Angleterre, maintenant l'Irlande à côté, très sévèrement touchée, avec un virus qu'ils n'arrivent pas à stopper malgré des mesures de contrôle à peu près similaires à celles qu'on a aujourd'hui, puisque à ce niveau de mesures de contrôle, eh bien, ce virus continue de progresser à raison de 50% de cas de plus par semaine. Voilà, ce virus variant anglais progresse parce qu'il est plus contagieux. Est-ce que nous sommes en train, je vais vous poser une question, mais alors précise, Arnaud Fontanet, est-ce que nous sommes en train de revenir à la situation que nous avons connue en février dernier, ici en France? Alors, il y a une analogie qui est que c'est presque une nouvelle épidémie dans l'épidémie. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une nouvelle épidémie dans l'épidémie. Voilà. Avec quand même 2 différences fondamentales. C'est que quand on était en février dernier, ce fameux nombre de reproductions était de 3, alors que là, avec ce variant anglais, on est, avec les mesures de contrôle dont on dispose, à 1,5, donc c'est pas quand même le même temps de doublement de l'épidémie. Et puis aussi, on a un vaccin. Et en février dernier, on n'avait pas de vaccin. Donc on a quand même tout ce qu'on a appris sur la façon de contrôler la circulation du virus, qu'on ne connaissait pas en février, un virus qui se répand plus, mais qu'on arrive quand même à maintenir à des niveaux plus contrôlables que ce que l'on avait évidemment en février dernier. Et puis on a un vaccin entre les mains. Oui, Arnaud Fontanet, on a un vaccin entre les mains. Mais dans l'immédiat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes confrontés à une recrudescence de l'épidémie, enfin une nouvelle épidémie dans l'épidémie. Ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, si je puis dire. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors maintenant... Et dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, est-ce que dans les semaines qui viennent, on peut s'attendre à une recrudescence du nombre de cas en France? Alors, on va très vraisemblablement avoir une recrudescence du nombre de cas en France dans les semaines qui viennent. Ce qui est très important finalement, c'est de bien analyser la situation. Il y avait d'une part le virus qu'on connaît. On avait dit que les périodes de fêtes de fin d'année pourraient être accompagnées d'une augmentation de la circulation de ce virus. On l'a observé de façon modérée. On a l'impression finalement que ces fêtes de fin d'année se sont plutôt bien passées. Même le 31, d'après les premiers signes, le 31 se serait bien passé? Le 31, c'est un tout petit peu trop tôt. Par rapport au 25, on peut dire que les choses vont bien. Par rapport au 31, il faudra attendre encore la fin de la semaine pour le dire. Mais les signes sont encourageants. Mais les signes sont encourageants. Par rapport à il y a un mois, on a 40% d'augmentation de l'incidence. C'est un R qui est à peu près à 1,1. C'est un tout petit peu plus élevé chez les 20-29 ans. Ça ne s'est pas traduit par une augmentation des hospitalisations. Donc, c'était ce qu'on attendait. Si les gens faisaient attention, c'est ce qui s'est passé. On était finalement dans ce scénario qu'on pensait pouvoir contrôler assez bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'émergence de ce variant anglais, dont on sait qu'il se transmet mieux, qui pour l'instant est... Plus contagieux donc. Donc plus contagieux. Le porteur est plus contagieux. Plus contagieux, ne donne pas de forme clinique plus grave, mais simplement plus contagieux. L'important, c'est de savoir combien il y en a sur le territoire français, parce que ça va conditionner complètement notre stratégie sur les 3 mois qui viennent. Je vais y venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de savoir exactement de connaître exactement le nombre de porteurs du variant anglais sur le territoire français, avant
de décider, par exemple, d'un reconfinement ou pas, de mesures encore plus strictes. C'est bien cela? C'est ce qui nous dira combien de semaines on a devant nous pour finalement passer à des mesures extrêmement dures si ce variant était en train de vraiment exploser en population française, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. L'idée, c'était de faire cette enquête flash qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Jeudi, vendredi. On est le seul pays européen à l'avoir fait. Et je pense que enquête flash pour savoir combien de personnes infectées portent ce variant sur anglais. Une journée. Est-ce qu'on a déjà les premiers résultats? On n'a pas les premiers résultats. On tire rien, aucun indice. Aucun indice. On tire parti du fait que ce variant anglais, sur certaines PCR, mais pas toutes, donne un signal que j'appellerais défectueux. Donc la PCR est positive, mais on voit qu'elle n'est pas positive comme les autres. Oui. Et à partir de ces PCR qui donnent un signal défectueux, on fait un séquençage derrière et on confirme ou non la présence du variant anglais. Alors, quand aura-t-on les résultats de cette première enquête flash? Je pense en milieu de semaine. Mercredi, jeudi, on devrait être en mesure de savoir combien il y avait de personnes, mettons jeudi dernier, et à partir de là, on pourra mesurer l'ampleur de ce qui nous attend. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on va apprendre qu'il y a beaucoup plus de cas sur le territoire français que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Il y a, c'est certain. Soyons clairs, Arnaud Fontanet, il y a aujourd'hui en France beaucoup plus de cas de personnes porteuses du variant anglais que ce que l'on croit. Voilà. On va aussi apprendre qu'on en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être des centaines et des milliers. On verra milieu de semaine. Oui, beaucoup plus de cas, ça veut dire des centaines. Parce qu'aujourd'hui, on en a une quinzaine. Quelques dizaines, voilà. Je vais y revenir, d'ailleurs. Voilà. Je vais revenir à Marseille, je vais revenir... Bon, alors, donc, ce que je voudrais dire, c'est juste pour que les gens ne s'inquiètent pas, outre mesure. Oui, enfin... Outre mesure. On va donc apprendre qu'il y en a plus que ce qu'on croyait. On va apprendre qu'il y en a beaucoup plus que les autres pays européens, à part le Royaume-Uni et l'Irlande, qui sont très touchés. Mais c'est parce qu'on est allé regarder. Ce qu'aucun autre pays européen n'a fait, et je pense que c'est une excellente chose, et je ne serais pas surpris que le protocole qu'on a appliqué soit d'ailleurs adopté par d'autres pays européens, parce que c'était la chose à faire, qu'on ait une idée donc, du nombre de personnes qui sont infectées sur le territoire à un moment donné, on répète ces enquêtes régulièrement, et on voit la progression du variant anglais. D'ailleurs, il y a une autre étude à Roubaix qui est engagée pour connaître effectivement l'incidence du variant anglais dans la population. Voilà. Hein, c'est cela. Alors au début, ça va être peu. Oui. En proportion. Hein. Rappelons-nous quand même qu'on a 20 000 cas détectés chaque jour, ce qui correspond en fait à 40 000 infections parce qu'on passe à peu près à côté d'une infection sur deux. Donc, si on avait 1 pour 1000, ça ferait 40. Si on avait 1%, ça ferait 400. Si on avait 10%, ça ferait 4000. C'est exponentiel, évidemment. C'est dans ces chiffres-là qu'on peut se situer. C'est exponentiel comme en février dernier, on est bien d'accord, hein, Arnaud Fontanet, et on est reparti comme en février dernier. À la différence... Sauf qu'aujourd'hui, on contrôle un peu mieux et qu'on a le vaccin. Je vais revenir sur le vaccin. Et puis à la différence qu'on sait aussi ce qu'est une exponentielle. C'est-à-dire que même si vous allez avoir un chiffre qui va faire peur sur ce nombre de personnes qui étaient infectées par le variant anglais jeudi dernier, ça restera quand même une infime proportion du nombre de personnes qui étaient infectées ce jour-là. Et on pourrait croire finalement, nous dire, mais finalement ça n'est que ça, etc. Attention, c'est une exponentielle, ça croît de 50% par semaine. Et ça peut se payer très cher si on n'agit pas tôt. Oui, si on n'agit pas tôt. On va voir comment agir. L'épidémie risque-t-elle de devenir incontrôlable? Alors, chez les Anglais... Elle est incontrôlable. Chez les Anglais, ils n'arrivent pas à la contrôler. Oui. Là, on va avoir du temps, on se prépare, on va vraiment essayer d'appuyer, alors d'abord sur les endroits où le virus sera présent. Ça veut dire que quand des personnes vont être identifiées avec le variant anglais, il faut faire autour de cette personne, évidemment, l'isolement strict de la personne, mais également le traçage de toutes celles avec lesquelles elle a été en contact avant, pour savoir comment elle s'est infectée et d'où c'est parti. Et à partir du moment où elle était malade et quelques jours avant... Arnaud Fontanet, vous savez bien que le traçage, l'isolement plutôt, on n'a jamais vraiment très bien réussi en France. L'isolement, c'est l'une de nos faiblesses. Je mettrais quand même une nuance là-dessus, c'est que les Français s'isolent, mais ne s'isolent pas suffisamment tôt. Oui. On a vu dans l'enquête qu'on a réalisée en octobre et novembre que 94% des Français s'étaient isolés. Seulement la moitié d'entre eux s'étaient isolés quand ils ont eu le résultat du test et pas au moment où ils ont eu des symptômes. Et c'est là où ils auraient dû s'isoler. Et il y a une moitié aussi qui ne s'est pas isolée complètement vis-à-vis du foyer. Mais le réflexe de l'isolement, il existe. Simplement, il est très important, dans cette période tout particulièrement, que les personnes s'isolent dès le début des symptômes. Peut-être faut-il imposer? Alors le problème, c'est que si vous imposez l'isolement avec des mesures contraignantes, etc., les gens n'iront pas se faire tester.
n'iront pas se faire tester. Donc il vaut beaucoup mieux Oui. jouer sur le fait que les Français s'isolent, 94% l'ont fait, que ceux pour lesquels c'est difficile soient accompagnés financièrement, aidés socialement, et surtout qui s'isolent dès le début des symptômes. Professeur Fontanet, l'épidémie, donc, pourrait devenir incontrôlable en France si nous ne prenons pas les décisions qu'il faut prendre. Donc il va falloir... C'est vraiment une menace très sérieuse. Pour moi, c'est la grande menace de cette La grande menace, c'est que l'épidémie devienne incontrôlable. Voilà, mais on fait le bilan. On l'a fait de façon précoce et je pense que c'était extrêmement important. Et en fonction de ça, on va pouvoir décider de la nature des mesures à prendre pour retarder le moment où ce variant va devenir prédominant. Regardons ce qui s'est passé à Marseille, dans le sud, avec une famille habitant au Royaume-Uni qui vient passer les fêtes dans le sud. Et contamination dans le cercle familial, 8 personnes touchées par le variant anglais. 8 personnes. Alors... isolement, la famille est repartie au Royaume-Uni. Hein. Isolement, contrôle de tous les cas, effectivement. D'accord, professeur Fontanet, mais il faut absolument fermer les frontières avec la Grande-Bretagne, non? Alors, parce que ces personnes ont été, mais cette famille avait été testée et elle était négative. Il est effectivement, par rapport à un nombre encore limité de pays, vraiment important de se poser la question de la fermeture des frontières. On parle effectivement du Royaume-Uni. On a. Est-ce que vous fermeriez les frontières avec le Royaume-Uni, avec l'Irlande, avec ces pays, avec l'Afrique du Sud, on va parler du variant sud-africain, avec ces pays qui sont touchés par ces variants? Alors je pense que c'est certainement une question à mettre à l'ordre du jour. Hein. C'est pas évidemment à nous, conseil scientifique, de décider. Non, mais c'est pas pour vous qui allez décider. On le met sur la table, c'est évident. Vous le mettez sur la table. La fermeture des frontières, vous mettez ça sur la table, mais je comprends très bien. Hein. J'ai vu aussi qu'un animateur de Bagneux, en Île-de-France, avait été touché par le variant. Il y a aussi un habitant des Hautes-Alpes. Enfin, il y en aura de plus en plus. Il y a beaucoup de modalités de fermeture des frontières. Il faut aussi comprendre que c'est... Est-ce que c'est la façon avec laquelle on organise le dépistage, la quarantaine, l'isolement, etc. Il y a, voilà, mais la question j'ai bien compris, la France a 2 mois de retard sur la Grande-Bretagne, c'est ça? Il faut vraiment savoir. On peut pas le dire. En Grande-Bretagne, ils ont rétrospectivement, parce que sur le coup, évidemment, ils l'ont pas vu. Ils ont rétrospectivement retracé l'arrivée du variant, l'émergence du variant en septembre. C'est devenu critique pour eux en décembre. Ben voilà. Octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être critique pour nous en février-mars, quoi. Octobre, novembre, décembre. Ouais. En février-mars, ça peut devenir critique pour nous. On va voir. On va voir. Enfin, mais on va pas vous êtes inquiet. On va pas voir passivement. Disons clairement les choses, professeur Fontanet. Vous êtes inquiet. Alors, pour moi, l'inquiétude, ça se transforme en énergie positive. Mais je sais parce que vous battez. Mais il y a une réalité. L'énergie positive, pour moi, c'était de dire il faut absolument qu'on ait cette cartographie du virus qu'on a fait la semaine dernière pour savoir en face de quoi on se retrouve de prendre les bonnes mesures. Donc, en milieu de semaine, on saura quelle est la taille de l'ennemi et là, il faudra prendre les mesures appropriées. Conseil de défense sanitaire, mercredi. Il y a des réunions, comme vous le disiez, du Conseil scientifique pratiquement quotidiennement, en ce moment, Arnaud Fontanet. Bon, nous verrons s'il y a reconfinement ou pas, mais ce serait la meilleure parade? Le problème du reconfinement, c'est tout l'ensemble de l'impact que ça a sur tout le reste de la société. Oui. Nous, d'un point de vue sanitaire, ce serait très facile de dire on reconfine tout. D'un point de vue sanitaire, c'est clair que ça marche mieux. Si vous fermez tout, ça va marcher mieux. On est parfaitement conscient qu'au niveau de lassitude des Français aujourd'hui par rapport à cette épidémie qui traîne, au niveau de l'impact économique que ça a, de l'impact que ça a sur la vie scolaire des enfants et leur vie éducationnelle, on ne peut pas imposer un reconfinement dès qu'une menace se présente. Donc, il va vraiment falloir tout mettre sur la table. Nous, notre boulot, c'est de pouvoir dire au gouvernement, voilà où on en est, voilà où on en sera dans 2 mois ou 3 mois, et selon les mesures que vous prenez, voilà nos estimations. Et puis c'est eux qui vont décider, en prenant en compte l'ensemble des composantes de la vie sociale et économique française, de ce qu'il faut faire. Bon, ce variant, une mutation, plus grande contamination, on a bien dit, plus grande contamination des moins de 20 ans aussi, c'est confirmé? Non, pas nécessairement. C'est pas confirmé. Bon, d'accord. Pas nécessairement. Plus grande mortalité? Non, pas plus grande mortalité. Bien, le variant est 50% plus transmissible, c'est ce que vous avez dit. Hein, qu'est-ce que je pourrais poser comme question là-dessus? Je peux vous dire 2 choses? Oui, allez-y. J'allais vous poser une question sur le variant, Arnaud Fontanet. Toujours sur le variant. Oui. Pour l'instant, on n'a pas d'évidence que les personnes qui avaient été infectées avec le virus classique puissent être
plus réinfectés avec ce variant. On pense que D'accord. l'immunité acquise par une infection naturelle en 2020 par exemple vous protégera contre ce variant. Deuxième point très important, on a les résultats depuis la semaine dernière. Les personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin de Pfizer notamment, puisque l'expérimentation a été faite avec des personnes qui avaient été vaccinées avec ce vaccin-là, eh bien leur sérum neutralise les cultures cellulaires avec ce variant. Ça veut dire que donc le vaccin serait efficace. Et on espère, c'est vrai, pour l'ensemble des vaccins. Bon, alors je vais vous parler des vaccins. Un mot quand même sur le couvre-feu étendu à d'autres départements. J'ai vu certains élus protester. C'est efficace ou pas? Est-ce qu'il y a des preuves de l'efficacité du couvre-feu qui passe à 18h au lieu de 20h ou 21h? Alors, il y a beaucoup d'arguments pour dire que le couvre-feu est efficace. On le tient de ce qui s'est passé en Guyane, qui était vraiment où on avait appliqué le couvre-feu et où ça avait fonctionné. On le tient aussi des analyses qui viennent d'être faites sur le couvre-feu qui avait été mis en place en France fin octobre, la deuxième quinzaine d'octobre, qui a eu un impact sur la circulation du virus. Rappelez-vous qu'on s'était dit que c'était redescendu très vite, une fois qu'on avait mis en place le confinement partiel, et c'était redescendu très vite, et ça s'était même amorcé dès le couvre-feu de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc oui, le couvre-feu a un impact. Bien, 100 000 personnes vaccinées hier soir. Être plus rapide dans la vaccination, vous avez suivi tout ce débat autour de la vitesse de vaccination en France. Est-ce que si nous avions été plus rapides, ça aurait changé quelque chose? Alors l'important, c'est qui vous vaccinez. Parce que finalement, il y a deux objectifs dans cette vaccination. Il y en a un qui est de protéger les personnes qui, si elles étaient infectées, feraient une forme grave de la maladie. Les plus fragiles, c'est la cible qui a été choisie et c'est la bonne cible. On a commencé par les EHPAD, on a étendu maintenant aux plus de 75 ans, on rajoute les personnels soignants. Et c'est par là qu'il faut commencer parce que c'est ces personnes-là qui, si elles étaient infectées, y compris par ce variant anglais, seraient à risque de faire des complications graves et de mourir. Et il y a un deuxième objectif de la vaccination qui est de ralentir la circulation du virus. Mais attention, on ne sait pas encore si les vaccins protègent contre la transmission. Exact. Et de fait, on le saura quand d'ailleurs? On le saura par les analyses qui vont avoir lieu dans des pays qui ont commencé à vacciner, comme l'Angleterre, les États-Unis. Et j'ai assez bon espoir, mais on ne le sait pas encore. Et deuxième point, pour que cet effet sur la circulation du virus ne se fasse sentir, il faudrait qu'on ait vacciné déjà au moins 15-20 millions de personnes, ce qui est bien au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors j'ai une question. Combien faut-il de Français vaccinés pour maîtriser l'épidémie, pour la maîtriser totalement? Alors, on reprend. Premier objectif, protéger les fragiles. On sait qu'il y a à peu près 6-7 millions de personnes de plus de 75 ans. Vous rajoutez les personnels soignants. J'ai envie de dire, l'objectif à la fin mars de 10-15 millions de personnes de vaccinées permettrait de protéger les fragiles et les soignants, et ça c'est le premier objectif. Ça va pas ralentir l'épidémie, ça va mettre un petit coup, mais pas grand-chose. Deuxième objectif, fin juin, si on arrivait à, mais j'avance des chiffres très difficilement maîtrisables, à 25-30 millions de personnes vaccinées, là on commence à avoir un vrai impact sur l'épidémie, puis avec les beaux jours, ça ira mieux. Et puis si on veut vraiment en finir avec ce virus, il faut aller plus loin, et encore plus loin, maintenant qu'on sait qu'il y a ce variant anglais, puisqu'il est plus transmissible, ça veut dire que la couverture vaccinale à atteindre va être supérieure à ces chiffres de 50-67% qu'on vous avait cités auparavant. Et quand on a un vaccin qui marche, on a maintenant 2 millions de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis avec le vaccin de Pfizer, 24 accidents, ça fait 1 pour 100 000, 4 hospitalisations. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon répéter qu'il a des doutes sur le vaccin Pfizer-BioNTech... pour l'instant... Peut-on dire cela? Peut-on avoir des doutes? 2 millions de vaccinés, 4 hospitalisations, 1 pour 500 000... Ça va, c'est exactement ce qu'on voit habituellement pour les autres vaccins. Donc on n'a pas, avec ce vaccin, des problèmes différents de ce qui existe avec tous les vaccins. Si on a un vaccin qui marche, pourquoi s'en priver alors que c'est la seule façon, pour nous, de sortir de l'enfer que nous vivons aujourd'hui? Ça veut dire qu'à l'automne prochain, si l'on a vacciné 40 millions de Français... on aura éradiqué l'épidémie. Pas éradiqué, c'est faire disparaître le virus. On aura maîtrisé totalement l'épidémie. Le virus ne circulera plus. Si, le virus circulera peut-être, ça on ne sait pas. Alors, 40 millions, ça permettra quand même de mettre un gros coup d'arrêt à la circulation du virus, mais une fois de plus, pourquoi se priver? Pourquoi ne pas aller jusqu'à vacciner tout le monde? Toute la population. Toute la population, si on a un vaccin qui est sans danger. On en a d'autres. Moderna arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, la grosse difficulté, ça va être la production de ces vaccins et leur disponibilité. Donc, mais on peut espérer, vu l'effort international qui est fait, quand on prend un horizon de septembre prochain, qui est effectivement les moyens de vacciner
l'ensemble de la J'ai une population. dernière question qui me vient à l'esprit. On a beaucoup parlé du variant anglais. Il y a aussi le variant sud-africain qui vous inquiète, je le sais, beaucoup. Hein. Il vient du Cap, je crois. Hein. Il vient du Cap. Il vient du Cap. Est-ce qu'il y a d'autres variants possibles, d'autres variants qui vont surgir ici ou là? Très étonnant dans l'histoire de cette épidémie, c'est qu'on vous a dit jusqu'à présent que ce virus mutait peu. Et c'est vrai, 2 mutations par mois, c'est peu pour un virus ARN. On a vu cette mutation qu'on appelle D614G dès février, qui était le mutant qui finalement a complètement envahi la planète après les tout premiers virus qui nous sortaient de Wuhan. Puis plus rien. Il y a eu des mutants, mais complètement insignifiants. Et puis là, on a vu arriver en septembre le variant anglais. En Afrique du Sud, la même chose. Et il y a un papier très intéressant de nos collègues sud-africains qui, justement, ont situé l'émergence de ce mutant sud-africain à la baie de Mandela, qui est près du Cap, à un endroit où l'épidémie a frappé très fort au mois d'août, avec 40% de personnes qui ont été infectées dans les quartiers pauvres de cet endroit-là. Et ils évoquent la possibilité que ce mutant est émergé à partir de patients infectés par le virus du sida, qui, vous savez, est très présent en Afrique du Sud. Et il y aurait donc des patients qui manqueraient d'immunité. Alors, le problème des patients qui sont infectés par le virus du sida et qui ne sont pas traités, parce que ça arrive malheureusement en Afrique subsaharienne où les traitements ne sont pas toujours disponibles pour tout le monde, eh bien, c'est que ils ont du mal à se débarrasser du virus. Et au sein d'un même organisme, le virus peut accumuler toute une série de mutations avec l'émergence donc de variants comme le variant sud-africain. En tout cas, c'est l'hypothèse que nos collègues sud-africains ont publiée récemment. Merci Arnaud Fontanet, merci pour votre franchise et votre savoir.